Bien, bonsoir à tous qui êtes là, bonsoir à tous qui nous rejoignez sur les réseaux, sur Facebook et ailleurs. Donc, bienvenue à la Maison des associations de Lille et bienvenue à l'UFAL, l'Union des familles laïques. Ce soir, nous allons parler de revenus universels, de salaire à vie et de sécurité sociale avec notre conférencier, donc Olivier Nobile, qui a eu la gentillesse de venir ce soir pour nous. Alors, Olivier est le responsable de la commission ad hoc santé protection sociale. Exactement, à l'UFAL. Et donc, on va essayer d'étayer ce soir toutes ces questions qu'on se pose sur le revenu universel, sur le salaire à vie, etc., etc. Mais moi, dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu l'UFAL. Je vous rassure, ce ne sera pas très long. Pour après laisser la parole à Olivier, notre conférencier. Donc l'UFAL, l'Union des familles laïques, c'est tout simplement une association du mouvement familial issue du temps du maréchal Pétain. Et donc mais je vous rassure, on n'est pas bétainistes du tout. Et dans l'histoire de ce mouvement, vous avez une ribambelle d'associations familiales, les familles rurales, les familles de France, les familles juives, les homosexuels, qui chacune défendent une spécificité de leurs adhérents. Nous, étant laïcs, nous défendons tout le monde, indépendamment des spécificités spirituelles, des options spirituelles des uns et des autres. Non pas qu'elles n'ont pas le droit d'exister, pas du tout, elles ont le droit d'exister. Simplement, nous ne nous basons pas là-dessus pour pouvoir définir ce qu'on appelle un intérêt général, ce qui peut nous réunir tous ensemble. Donc, à Lille, nous avons différentes actions, des conférences, nous avons été aussi sur le terrain des migrants, comme on les appelle, à Grande-Synthe, Calais et ailleurs. On a fait quelques reportages, on a participé à diverses actions qui se déroulaient sur ce terrain. Nous avons également fait la promotion dernièrement c'était plutôt l'année dernière, de la pièce de Gérald Dumont, Lettres aux escrocs de l'islamophobie qui font jeu des racistes. C'était le texte que Charb a écrit 2 jours avant qu'il soit tué dans les attentats que l'on connaît. Donc nous avons produit cette pièce à Lille et puis un peu partout dans les diverses UFAL nationales. Et puis nous avons effectivement organisé pas mal de conférences. Nous avons fait venir Marianne Hollande de l'université de Columbia à New York, qui nous a parlé du libéralisme. Nous avons fait venir également Jean-Paul Brigelli, donc vous voyez, nous sommes assez hétéroclites sur nos choix, qui nous a parlé de l'école. Nous avons fait venir Paul Rose, qui nous a parlé de l'histoire d'une famille juive pendant l'occupation, et puis bien d'autres conférences que vous pouvez retrouver sur Facebook, que vous pouvez retrouver également sur la page de l'UFAL, et voilà. Donc à l'UFAL, notre spécificité, quelque part, c'est que nous réunissons le combat laïque et le combat social. Combat, c'est tout de suite quelque chose qui peut déranger parce que ça peut paraître violent, mais le combat laïque, c'est simplement le fait de défendre la laïcité pour ce qu'elle est, et aussi pour ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire de l'islamophobie, comme on dit aujourd'hui, du racisme, ou ce genre de choses, de l'athéisme. La laïcité n'est pas du tout athée. La laïcité, c'est un cadre qui permet à tout le monde de vivre ensemble, qui se base sur la liberté de conscience, sur l'égalité en droit de chaque individu, et sur l'universalité qui n'est pas du tout du colonialisme, ou une façon d'être ethnocentré, non pas du tout. C'est le fait de rejoindre tout le monde dans un intérêt général, quelle que soit l'option spirituelle des uns et des autres. Intérêt général, par exemple, la sécurité sociale, combat social. Car la sécurité sociale agit, ouvre des droits, quelle que soit l'option spirituelle des personnes. C'est une solidarité laïque universelle. Et donc c'est ça qu'on va essayer d'expliciter ce soir, en plus de 2 modèles qui nous arrivent, revenu universel et salaire à vie, de Bernard Friot. Alors, je pourrais encore développer sur la laïcité, mais des conférences sont disponibles sur Facebook et sur YouTube, donc je vais vous laisser simplement cliquer et aller voir. Je vais plutôt laisser la parole à Olivier, et puis, comme toute association, il faut que vous sachiez que nous, alors pas comme toute association, mais nous avons aussi une spécificité, c'est que nous ne sommes pas rattachés à un parti politique. Nous sommes indépendants politiquement. Ce qui ne signifie pas que nous soyons apolitiques. Ce qui signifie que nous ne percevons pas de fonds, de soutien financier de partis politiques.
nous ne basons que sur les adhésions et le fonds spécial. Le fonds spécial qui est une aide qu'on donne au prorata du nombre d'adhérents à toutes les associations familiales. C'est pourquoi, transition, il y a des bulletins d'adhésion juste là dans l'entrée et vous pouvez les utiliser à bon escient, évidemment. Mais au-delà de ça, notre but, c'est d'informer, c'est de prendre une photo de la société et de vous la renvoyer, d'essayer simplement de vous donner de l'information et d'exercer un rôle de citoyen, d'humain, et voilà. Alors, je vais laisser la parole à Olivier, mais je pense qu'on peut commencer peut-être par le clip de la sécurité sociale. Allons-y. Évidemment, je suis à votre disposition pour toute question sur la laïcité, après la conférence, sur l'UFAL également. Et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Merci. La sécurité sociale fête ses 70 ans en octobre 2015. L'Union des familles laïques appelle l'ensemble des citoyens attachés aux valeurs de la République sociale et au service public à commémorer sa création. Cependant, la sécurité sociale est aujourd'hui menacée. Elle représente pourtant un bien précieux pour lequel il faut se battre. Mais d'abord, la sécurité sociale, qu'est-ce que c'est ? Au lendemain de la guerre, la France est en ruine. Une poignée de résistants érige le programme du Conseil national de la résistance intitulé « Les jours heureux ». Dans ce programme, Ambroise Croizat et Pierre Laroque élaborèrent un plan complet de sécurité sociale destiné à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain et à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu'ils supportent. Aujourd'hui, la sécurité sociale assure les risques sociaux des citoyens par le versement de prestations. Dépenses de santé, prestations familiales, prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles, retraite, prise en charge de la dépendance. Les cotisations sociales constituent une partie du salaire. Qu'elles soient salariales ou patronales, cette part des salaires est socialisée, c'est-à-dire qu'elle est versée à un organisme de sécurité sociale qui la reverse directement sous forme de prestations sociales. Ce n'est pas un impôt, mais un prélèvement à la source de la production des richesses qui échappent au marché financier et au profit des actionnaires et donc à leur domination sociale. Baisser les cotisations sociales revient à baisser les salaires et à augmenter les profits. Augmenter les cotisations sociales revient à augmenter les salaires. Entendue au sens large, la sécurité sociale représente plus de 500 milliards d'euros de prestations sociales, soit 25% de la richesse nationale, 1,35 fois le budget de l'État, un tiers du revenu disponible des ménages. La sécurité sociale est un service public autonome et indépendant de l'État. Elle a été jusqu'en 1967 gérée par les travailleurs eux-mêmes au sein de conseils d'administration élus qui permettaient aux représentants des assurés sociaux d'orienter la politique sociale du pays. Ce principe est à reconquérir, car la sécurité sociale, c'est le salaire des travailleurs. La sécurité sociale doit être considérée comme le plus extraordinaire joyau social de notre pays. Or, depuis plusieurs décennies, la sécurité sociale fait l'objet d'une remise en cause de grande ampleur par les dirigeants politiques français. Depuis près de 50 ans, sous la pression du patronat, une succession de réformes défait méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance avec la réforme Jeannet en 1967, le plan Juppé en 1996, la réforme d'Ouste-Blazy en 2004, la réforme Bachelot en 2009 et les réformes successives des retraites en 2003, 2010 et 2013. En 2008, la crise financière a servi de prétexte à un mouvement d'accélération de cette destruction de la sécurité sociale. Les dirigeants politiques français, mis sous pression par le patronat et l'idéologie néolibérale triomphante, poursuivent une dramatique politique d'austérité qui se traduit par une remise en cause de la cotisation sociale, au nom de la compétitivité et de la baisse du coût du travail, une réduction des prestations sociales, la mise sous tutelle complète de la sécurité sociale. L'objectif est clair, la financiarisation et la privatisation de la sécurité sociale. Les réformes des retraites entendent remplacer notre système de retraite par répartition en un régime de capitalisation. De même, les réformes de l'assurance maladie
offre progressivement aux sociétés d'assurance complémentaire le marché juteux de la santé de notre pays. Les réformateurs parlent du trou de la sécurité sociale afin de nous faire croire en la nécessité de la réformer. Pourtant, le trou de la sécurité sociale n'est qu'un mythe. Saviez-vous que le déficit de la sécurité sociale est 8 fois inférieur à celui de l'État ? Ce déficit est uniquement dû au tarissement de ses recettes sociales en raison du chômage de masse lié à l'impasse des politiques d'austérité. Les 10 milliards d'euros de déficit de la sécurité sociale doivent être mis en regard des 30 milliards d'euros d'exonération de cotisations patronales consenties chaque année sans impact sur la baisse du chômage. Des dizaines de milliards de dépenses liées au pacte de responsabilité et au crédit d'impôt compétitivité emploi. Des 20 milliards d'évasion sociale liées au travail dissimulé et aux innombrables niches sociales. Parce que l'accroissement des inégalités sociales devant les aléas de l'existence et le rétablissement de la peur du lendemain sont des perspectives que nous refusons, l'UFAL appelle à un acte de résistance sociale en invitant les citoyens à manifester dans toute la France tout au long du mois d'octobre 2015 leur attachement à la sécurité sociale républicaine, universelle et solidaire. L'UFAL appelle à se prononcer haut et fort pour un droit universel à une santé gratuite et l'abolition de toutes les franchises, pour un rétablissement du droit à la retraite à 60 ans à taux plein dans le cadre d'un système de retraite intégralement par répartition, pour une réhabilitation de la cotisation sociale et du salaire socialisé comme mode de financement central et sanctuarisé de la sécurité sociale, pour une réinvention de la démocratie sociale autour de conseils d'administration élus, donnant une place prépondérante aux représentants des assurés sociaux. Réapproprions-nous l'héritage inestimable des héros de 45 et fêtons de manière militante les 70 ans de la sécurité sociale autour des valeurs promues par le CNR qu'il convient de réinventer d'urgence pour le XXIe siècle. Bon, je vais démarrer. Donc, cette vidéo à laquelle j'ai contribué dans son écriture, donc a été réalisée effectivement en 2015. Elle peut paraître un peu datée sur un certain nombre de points, enfin pas tant que ça, hein, si on les regarde de plus près. On en a fait une autre d'ailleurs qui s'est appuyée en grande partie sur un événement très intéressant qui était intervenu l'année dernière, un moment d'éducation populaire extraordinaire qui a été permis par le film La Sociale hein, de Gilles Perret, hein, que peut-être certains d'entre vous ont vu, qui a été un accélérateur de prise de conscience de l'importance politique hein, de la sécurité sociale. Et donc, bon, il y avait une version un peu plus récente, etc. Toujours est-il que les constats généraux n'ont pas changé. Alors, avant de démarrer réellement sur la problématique et sur le sujet de la conférence de ce soir, je vais me présenter rapidement. Je suis Olivier Nobile, donc effectivement responsable santé protection sociale de l'Union des familles laïques au niveau national. Je suis à titre personnel cadre dirigeant au sein du système de sécurité sociale. Et j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « Pour en finir avec le trou de la sécu, repenser la protection sociale au XXIe siècle », qui a en tout cas nourri aussi d'une certaine manière le débat militant, notamment pendant la campagne présidentielle. Et j'en suis assez content, pour pas dire assez fier, effectivement, parce que la sécurité sociale n'est pas un sujet technique, n'est pas un sujet abscon, n'est pas un sujet, je dirais, qui est complètement désincarné. C'est un sujet extraordinairement politique. Et ça, c'est la chose qui convient d'avoir à l'esprit. Et c'est extraordinairement intéressant de comparer l'importance financière, politique, sociale de la sécurité sociale hein, et la faiblesse de son insertion, on va dire, dans le débat public. C'est quand même extraordinairement intéressant. La sécurité sociale, c'est 1,5 fois le budget de l'État. Pour faire simple et rapide, c'est une institution qui accompagne l'ensemble des citoyens et des individus tout au long de leur cycle de vie, de la naissance à la mort,
en l'occurrence, qui leur donne, je dirais, les conditions générales, entre guillemets, hein, de prise en charge de tous les événements, heureux ou malheureux, qui jalonnent leur existence. Donc c'est un système, c'est un service public absolument génial, et qui, on prend le premier budget de l'État, c'est 60 milliards d'euros. Hein, c'est l'éducation nationale. La sécurité sociale, c'est pas loin de, c'est au-delà de 500 milliards d'euros. Ça veut dire que la sécurité sociale, c'est 10 fois le plus gros budget de l'État. Avec des déficits qui, soit dit en passant, font partie un petit peu de l'espèce de liturgie nationale. On nous parle du trou de la sécu, alors on en parle un peu moins maintenant ça a changé de terme, etc. Mais c'est un déficit qui, en fait, n'existe pas réellement. Et je pourrais effectivement éventuellement le démontrer. Il n'y a absolument pas de déficit. Et en tout cas, les déséquilibres comptables qui existent au sein de la sécurité sociale montrent que c'est un service public qui est absolument à l'équilibre du point de vue financier, entre les recettes et les dépenses, à quelques éléments près. Et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, la sécurité sociale est à l'équilibre. Hein, alors que la plupart des personnes se figurent bien évidemment que c'est un système absolument mal géré, en déperdition totale, etc. Donc comme le montrait la vidéo, le déficit de l'État, c'est aujourd'hui à peu près 7 milliards d'euros sur 500 et quelques milliards d'euros de dépenses totales. C'est 8 à 10 fois moins que le déficit de l'État. La dernière fois que la sécurité sociale a été à l'équilibre, c'était en 2001. La dernière fois que l'État a présenté un budget en équilibre, c'est en 1974. Donc on voit quand même un certain nombre de choses intéressantes. Et donc ça montre qu'effectivement il s'agit d'un système, d'un secteur qui est aujourd'hui frappé par une espèce d'impensé citoyen dans le débat public, c'est-à-dire qu'il y a véritablement une carence de discussion, de débat public autour de la sécurité sociale sur des bases qui soient des bases factuellement exactes. Voilà. Je ne vais pas rentrer, c'est vrai qu'habituellement je fais plutôt des conférences justement sur la sécurité sociale, et l'UFAL est l'une des rares associations qui a en tout cas chevillé au corps un principe, c'est l'unification du combat laïque et du combat social, parce que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. C'est-à-dire que le combat laïque, c'est dire l'émancipation, pour ainsi dire, de l'individu par rapport à toutes les pesanteurs, toutes les chapes de plomb traditionnelles, idéologiques, etc., permettant à l'individu de s'émanciper en tant que citoyen, doit être bien évidemment mis en regard de son émancipation sociale. Et la sécurité sociale n'a pas été un lest qui a été jeté par le système, etc. Non, ça a été un conquis social. Ce n'est pas un acquis social, c'est un conquis social. Un conquis social de 1945 qui s'est basé sur un rapport de force extraordinairement conflictuel. Extraordinairement conflictuel. Il ne faut pas du tout avoir, je dirais, perdre de vue cet aspect-là. C'est bien, à un moment donné, une conquête qui a été permise parce que le rapport de force, notamment en faveur des travailleurs, a été possible et a permis de faire apparaître un système socialisé de mise en commun de richesses qui ont permis, tout simplement, d'abolir la peur du lendemain comme seule perspective de vie, chose qu'on est en train petitement depuis une vingtaine d'années de réinstaller, c'est-à-dire accepter d'être dans l'insécurité, la précarité, etc. Soyez acteur de votre développement personnel. Non, la sécurité sociale disait la chose suivante, c'est que moi, en tant que salarié, j'accepte de mettre mon temps individuel au profit du temps économique de mon employeur, mais à une seule et unique condition, c'est que mon employeur reconnaisse mon temps individuel et soit capable de prendre en charge une part importante, je dirais, des moments où je serai dans l'incapacité de pouvoir gagner ma vie par une contrepartie directe en travail. C'est des choses aussi simples que la maladie, la maternité, la retraite, les accidents du travail, les charges de famille, etc. Ça, c'était la première des choses. Et la deuxième des choses, c'était de conférer, et c'est là que ça me permet de faire une transition vers la suite de la conférence, de conférer aux travailleurs les clés de leur émancipation sociale par rapport, je dirais, aux diktats capitalistiques, aux diktats capitalistes. C'est-à-dire que par la sécurité sociale, il ne faut pas du tout se tromper. Ce n'est pas qu'une assurance sociale
qui permettrait simplement de faire ce que pourrait tout à fait faire une autre assurance privée, accessoirement. Hein. C'est-à-dire vous donner des revenus en contrepartie d'une cotisation préalable. Non. La sécurité sociale, par la cotisation sociale, qui est une part du salaire, vise à placer une part de la richesse nationale captée directement sur les salaires dans un pot commun qui participe à tous, sans aucune discrimination, sans aucune différence, c'est le principe d'égalité républicaine, mais plus encore, confère un droit politique aux travailleurs. Et cela, c'est ça généralement qui n'est absolument plus compris. La cotisation sociale était la base, et reste encore aujourd'hui la base du financement de la sécurité sociale, en tant que part du salaire, permet une chose, c'est que les salariés eux-mêmes ont en théorie, ou en tout cas avaient, puisqu'il y a eu beaucoup de réformes qui ont modifié ça, mais avaient en théorie un pouvoir politique sur l'organisation même et la prise en charge des risques sociaux. Ça se passait par quoi? Par les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale. Et ça passe toujours, parce que les conseils d'administration existent toujours. C'est-à-dire que la sécurité sociale est un service public indépendant de l'État, autonome, dans lequel, originellement, les travailleurs disposaient d'un pouvoir politique au sein du conseil d'administration et pouvaient décider eux-mêmes du montant, on va dire, général alloué à la prise en charge des risques sociaux. Ça leur donnait un pouvoir politique extrêmement important. En 1967, démarrage d'un mouvement de réforme important qui s'est accéléré dans les années 80 et 90 en particulier. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à la... Je dirais, nous ne connaissons plus, le système de sécurité sociale et la dimension politique de la sécurité sociale n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était en 1945, évidemment, avec l'instauration du paritarisme, une étatisation très très forte de la sécurité sociale et la transformation de la sécurité sociale en un système, on va dire, présenté aux citoyens comme simplement une question strictement comptable, financière, technique, etc. Alors que ce n'est pas ça, c'est une question politique. Et cette question politique, elle s'inscrit dans le statut général du travailleur de notre pays. Et ce qui me permet, effectivement, d'enchaîner sur le thème de notre conférence de ce soir. La problématique qui se pose avec la sécurité sociale, c'est quelle est la place politique et sociale qui est donnée aux travailleurs, c'est-à-dire aux producteurs de richesse dans notre pays. Voilà. Au sein d'un système qui est un système capitaliste, c'est-à-dire un système de propriété privée des moyens de production, où des propriétaires d'une entreprise disposent de l'ensemble des moyens de production et demandent à des travailleurs de travailler pour créer la richesse qui va nourrir effectivement les profits de l'entreprise. J'ai entendu aujourd'hui que les entreprises du CAC 40 peuvent se targuer d'un record en termes de bénéfices, 94 milliards d'euros de profits. Et tous les éditocrates de la presse audiovisuelle mainstream vont dire « Ah, les grands champions français », il n'en demeure pas moins que ces 94 milliards d'euros de bénéfices qui ont été créés par les travailleurs. S'il n'y a plus de travail, il n'y a pas 1 euro de bénéfice qui est créé. C'est absolument une évidence. Donc la question qui se pose, c'est effectivement de ne pas confondre la question de la sécurité sociale simplement avec les risques qu'elle gère. Je ne vais pas aller dans la conférence habituellement que je fais, donc je vais vraiment enchaîner, mais je voudrais vous montrer quelque chose que... Oups, là. C'est bon, ça va. Ça marche. Je vais juste te montrer ça. Voilà. Pas de souci. Alors j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « Pour en finir avec le trou de la sécu » et au sein de cet ouvrage, j'ai essayé un petit peu de présenter d'une manière graphique et didactique effectivement l'enjeu des réformes néolibérales de la sécurité sociale, de la protection sociale de manière plus générale. Et pour ce faire, j'ai imaginé une représentation graphique des différents systèmes, du système global de protection sociale existant en France, et pour faire apparaître plusieurs champs. Le terme de champ, c'est-à-dire un ensemble constitué par des logiques cohérentes et communes. La partie en bleu, principale, le champ du droit social,
et du salaire socialisé. Alors le terme de salaire socialisé, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est la cotisation sociale. Hein? Quand on supprime la cotisation salariale, comme vient de le faire Emmanuel Macron pour la transférer sur la CSG, Emmanuel Macron n'augmente pas le pouvoir d'achat, il réduit les salaires. Il réduit les salaires. La cotisation salariale, ce n'est rien d'autre que du salaire. Salaire socialisé, effectivement, vous ne le touchez pas directement, mais vous le touchez totalement indirectement par le biais de toutes les prestations sociales qui sont versées par la sécurité sociale. Et je vous ferai remarquer juste une chose, c'est que la sécurité sociale, 96% des dépenses de la sécurité sociale, ce sont des prestations sociales. C'est-à-dire que les coûts de fonctionnement de la sécu, c'est 4%, dans lequel j'inclus mon salaire, hein, mais il n'en demeure pas moins que les prestations sociales sont une réversion immédiate d'argent qui émane des cotisations sociales et des autres contributions sous forme de prestations sociales sans cumul dans le temps, sans passage par les marchés financiers, c'est immédiat. Donc c'est du salaire. Donc là-dedans on trouve les retraites, la maladie, ce que disait en particulier la vidéo. Le champ du droit social est composé de l'ensemble de ces... Alors, je n'entre pas dans le détail parce que pour arriver à ce schéma-là, il y a un certain nombre de présupposés assez rigoureux du point de vue de la construction. Mais la zone bleue est constituée de l'ensemble des ressources que retire un individu par son travail, donc c'est-à-dire son salaire, en gros, et l'ensemble des prestations de sécurité sociale qui sont liées à son salaire indirect. Donc on a un salaire direct, c'est-à-dire votre salaire en bas de la fiche de paye, et un salaire indirect qui est constitué de l'ensemble des prestations sociales qui vont avec. Le champ du droit social a une forme très particulière. Il est composé à la fois, bien sûr, des ressources salariales, c'est-à-dire de votre contrepartie directe au marché du travail, mais également, comme je vous l'ai dit, des prestations sociales. Et ces prestations sociales ne sont ouvertes véritablement qu'à partir du moment où vous pouvez être affilié à la sécurité sociale. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans l'emploi, vous n'ouvrez pas un certain nombre de droits sociaux. C'est réel puisque vous ne cotisez pas. C'est particulièrement vrai pour la retraite en particulier. Hein, si vous ne cotisez pas, vous n'ouvrez pas de droit à retraite. Hein, jusque-là, tout va bien. Mais c'est également le cas pour l'assurance invalidité, l'assurance maternité, les prestations dites en espèces de l'assurance maladie, c'est-à-dire la contrepartie quand vous êtes en maladie et qu'un salarié est en maladie qui touche des prestations en espèces de l'assurance maladie, doit ouvrir des droits. Et ces droits, c'est la contrepartie directe de leur cotisation. La cotisation n'est pas un impôt, c'est un droit direct qui... Je cotise, donc j'ouvre droit à des prestations sociales. C'est ça la grande différence qu'il y a entre la sécurité sociale et un système qui serait fiscalisé. C'est-à-dire qui serait lié à un prélèvement sur les impôts sur l'ensemble des citoyens. Et c'est le Parlement qui délibère pour dire je prends ça en charge, je prends ça en charge, je prends ça en charge. Et puis un jour je dis j'arrête de prendre ça en charge et puis c'est terminé. La sécurité sociale, ça ne se passe pas comme ça. La sécurité sociale française en particulier, c'est un droit direct. Ma cotisation sociale me donne des droits. Et ce droit, personne, y compris les représentants de la nation, ne peuvent les remettre en question. C'est pour ça que la sécurité sociale, malgré toutes les réformes qui est depuis à peu près une trentaine ou quarantaine d'années, a résisté aussi bien, contrairement à ce que l'on peut penser. La sécurité sociale résiste très bien. Aussi en particulier parce que les citoyens ouvrent des droits. Vous cotisez, donc vous ouvrez des droits à retraite, vous cotisez, vous ouvrez des droits maladie, à des prestations sociales. Ces droits-là progressent très fortement à un niveau que j'ai appelé les règles d'affiliation. En gros, un emploi à temps plein, au SMIC, on va dire les choses pour faire simple. D'accord ? Au-delà d'un certain niveau, il y a un plafond. Alors, vous savez peut-être que les prestations sont plafonnées. On ne touche pas des retraites au-delà d'un certain niveau. On ne touche pas des prestations d'assurance maladie au-delà d'un certain niveau. Donc, c'est plafonné. Donc, vous voyez que le niveau des prestations qui sont versées, donc la pente change. La pente est plus faible. Voilà.
Et donc, en deçà de ce seuil, vous vous retrouvez effectivement avec des droits sociaux relativement faibles, voire très faibles. Pas inexistants, parce qu'il y a, en dessous des règles d'affiliation, tout un ensemble de prestations sociales existantes, malgré tout pour les personnes qui ne cotisent pas. C'est le cas en particulier des prestations familiales. La CAF verse des prestations familiales sous conditions de ressources, y compris à des personnes qui ne cotisent pas. Ce n'était pas le cas au démarrage, je vous le dis, ça n'existe que depuis 1978. Avant, vous ne cotisiez pas, vous n'aviez pas le droit à des prestations familiales. Et puis, il y a un certain nombre d'autres prestations qui se sont créées, en particulier dans le cadre de l'assurance maladie, pour permettre une forme d'universalisation du droit à l'assurance maladie. Et c'est très récent, c'est 1999, c'est la couverture maladie universelle. Avant la couverture maladie universelle, vous n'aviez rien. Vous n'étiez pas couvert si vous n'aviez pas un emploi. Voilà. Alors, je le précise, ce graphique montre en fait un individu tout au long de sa vie. Donc, il fait une moyenne de l'ensemble des ressources le revenu primaire ici, qu'il toucherait au long de sa vie. Et si on enlève ses impôts, ses cotisations sociales, et que vous rajoutez toutes les prestations, les salaires, etc., vous vous retrouvez sur un revenu secondaire qui se trouvera à un certain niveau. Voilà. En gros, admettons, je touche 1500 euros. Je vais dire francs. Là, je suis assez has-been. 1500 euros par mois, on va dire, tout au long de ma vie jusqu'à la fin de ma vie active. Je peux considérer qu'en moyenne, j'aurais perçu tant de prestations d'assurance maladie, de retraite, d'allocation, etc. Et ça me donnerait, sur l'ensemble du cycle de vie, un revenu secondaire qui serait à la fois mon revenu de mon travail, mais également de toutes les prestations sociales. Voilà comment est conçu ce graphique. Comme vous le voyez, il y a deux autres zones qui sont très intéressantes. Je vais arriver rapidement, rassurez-vous, à la question du revenu de base, revenu d'existence pour salaire à vie. Mais je pense que c'est important de replacer ça dans ce contexte-là. Pour les personnes qui se trouvent en deçà de ces règles d'affiliation, en gros, les personnes qui ne peuvent pas garantir d'un revenu du travail et d'une affiliation à la sécurité sociale sur la base d'une insertion complète dans l'emploi. En gros, ce sont les personnes qui enchaînent des périodes d'inactivité, des petits boulots précaires, des périodes de chômage, etc. Eh bien, nous arrivons effectivement à des personnes dans une zone où nous avons des prestations relativement faibles, généralement très inférieures au seuil de pauvreté, voire largement inférieures au seuil de pauvreté. C'est là que les pouvoirs publics ont été obligés d'instaurer, et en particulier, date extrêmement importante, 1988, création du RMI, des prestations d'assistance pour pouvoir faire face à un problème qui est devenu endémique à partir des années 80, c'est le chômage de masse. Parce que la sécurité sociale, tant qu'il y a globalement une insertion dans l'emploi salarié relativement facile et stable, il n'y a aucune difficulté à un moment donné à ouvrir des droits à la sécurité sociale. Alors, je fais juste une petite parenthèse, c'est vrai qu'on se gargarise souvent sur les 30 glorieuses, cette grande période où c'était le plein emploi. C'est loin d'être aussi simple que ça. Les 30 glorieuses, c'était le plein emploi des hommes. En ce jour de commémoration du droit des femmes, et non pas de la femme, faut rappeler que les 30 glorieuses ont été le plein emploi des hommes, dans un moment de forte croissance. Mais c'était possible aussi en particulier parce que les femmes étaient largement en dehors de la population active. D'accord ? Mais il n'en demeure pas moins que nous étions jusque dans les années 80 dans une période où l'accès à l'emploi salarié était quand même quelque chose de relativement aisé, et donc l'ouverture à des droits sociaux par le biais de la cotisation était relativement aisée. À partir des années 80, de l'existence d'un chômage de masse endémique, se pose la question fondamentalement de l'ouverture de droits sociaux pour des personnes qui sont en dehors de la sphère de l'emploi. Et donc du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, les deux formant ce qu'on appelle le droit social. Donc les personnes hors droit social, c'est toutes les personnes qui se trouvent dans des phases de chômage de longue durée, qui se trouvent effectivement exclues durablement du marché du travail, et donc se trouvent effectivement dans une zone qui est en deçà des règles d'affiliation à la sécurité sociale, puisqu'elle n'ouvre pas les droits.
jusqu'à, voilà, aujourd'hui par exemple, pour vous expliquer c'est quoi une ouverture de droit, pour ouvrir un trimestre de retraite, il faut justifier 250 heures de travail sur un trimestre. D'accord? En deçà de 250 heures de travail sur un trimestre, vous n'avez pas droit à un trimestre de retraite. C'est comme ça la réalité. Voilà. C'est ça que j'appelle les règles d'affiliation. Donc, à partir des années 70, et d'une manière plus claire, à partir des années 80, on a créé ce que la littérature anglo-saxonne appelle le safety net, le filet de sécurité, c'est-à-dire un ensemble, un continuum de prestations de solidarité visant à couvrir simplement les situations d'extrême pauvreté. Alors, c'est simple, ça s'appelle les minima sociaux en France. Au départ, les minima sociaux étaient des minima dits catégoriels. Allocation aux adultes handicapés, allocation parents isolés, allocation spécifique de solidarité pour les chômeurs en fin de droit, etc. Et en 1988, on crée un minimum social général, non catégoriel, c'est le RMI, revenu minimum d'insertion, qui aujourd'hui s'appelle RSA, revenu de solidarité active. Le terme de revenu de solidarité active est très intéressant, pour deux termes, pour solidarité et pour active. Le terme de solidarité, malheureusement, est un terme que moi je récuse pour qualifier le système de sécurité sociale. Alors souvent quand je dis ça, beaucoup de camarades me tombent sur le paletot. Quoi, la sécurité sociale, c'est pas solidaire? Eh bien oui, je le dis, oui, non, la sécurité sociale n'est pas solidaire au sens où le terme de solidarité est utilisé pour qualifier effectivement la protection sociale. Le terme de solidarité, dans notre histoire sociale, qualifie exclusivement les dispositifs de couverture de l'extrême pauvreté. C'est le cas pour le Fonds national de solidarité créé en 1956. C'est les chômeurs qui n'avaient droit à aucun droit, donc auxquels on donnait le minimum vieillesse. Le revenu de solidarité active, je n'en reparle pas, c'est pour les pauvres qui n'ont pas de droit. L'allocation spécifique de solidarité, c'est la solidarité pour les chômeurs en fin de droit, etc. etc. La solidarité autonomie, voilà, de la même manière. Le terme de solidarité a toujours été utilisé pour qualifier la couverture de l'assistance sociale aux plus pauvres. La sécurité sociale, à la base, elle n'est pas solidaire. Elle n'a pas besoin d'être solidaire. Elle est fraternelle, ça je le pense. Ouais. Moi je pense que la sécurité sociale, c'est en fait une fraternité de liberté, égalité, fraternité. C'est ce que je pense. Mais ça n'est pas solidaire au sens où on l'entend, où c'est les bien portants qui vont prendre en charge les moins bien portants, ou les riches qui vont prendre en charge les pauvres. Ce n'est pas le cas. La sécurité sociale, c'est un droit immédiat des travailleurs pour les travailleurs. C'est les travailleurs pour les travailleurs. D'accord ? Donc c'est vraiment le travail qui se voit, et c'est clair, il suffit de reprendre les termes du Conseil national de la résistance, du projet du Conseil national de la résistance, les jours heureux, pour arriver à retrouver les termes. C'est vraiment la protection des travailleurs contre les risques liés à la vie et la peur du lendemain comme perspective de vie. Donc, dans ce champ de solidarité, donc avec les guillemets, se trouve ici l'ensemble du continuum des prestations sociales qui sont versées non pas parce que vous avez cotisé, non pas parce que vous avez un droit acquis par votre cotisation sociale en tant que travailleur, mais tout simplement parce que les pouvoirs publics ont déterminé à un moment donné que vous aviez le statut de pauvre. Et c'est ce statut de pauvreté qui vous donne, de manière totalement contingente, c'est-à-dire qui peut se faire et se défaire sur une simple délibération, le droit à bénéficier, enfin le droit, en tout cas, la possibilité de bénéficier d'une prestation d'assistance sociale, avec toutes les contraintes que cela suppose. Contraintes administratives extrêmement fortes, contraintes en termes de contrôle, en termes de culpabilisation sociale, en termes effectivement de mise à l'index de la société. Voilà. Un bénéficiaire du RSA, je peux en parler, je travaille en caisse d'allocation familiale et dans un poste où, a priori, je suis censé contrôler, enfin je suis responsable du contrôle, effectivement, du bon versement des prestations sociales. Je peux vous dire juste une chose, c'est que si on faisait supporter aux classes moyennes les mêmes contraintes administratives en termes de déclaration de ressources, en termes de contrôle, que ce que l'on fait supporter aux bénéficiaires du RSA, c'est pas impossible que, effectivement, il y ait des soulèvements extrêmement forts dans notre pays. D'accord ?
Donc, c'est-à-dire que, d'une manière claire, c'est-à-dire que les pauvres bénéficient certes d'une couverture sociale, à minima, versée par l'impôt et non pas par la cotisation sociale, mais sont contraints à une mise à l'index et une culpabilisation extrêmement forte qui se traduit par une forme de contrôle extrêmement fort. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je peux vous assurer que ça se passe même de manière statistique. Hein. C'est-à-dire que voilà, les contrôles, je veux dire, un bénéficiaire du RSA, aujourd'hui, dans notre pays, est à peu près contrôlé à peu près une fois par an. Sans qu'il le sache parfois, mais c'est à peu près une fois par an. Imaginez, vous, en tant que contribuable, que vous soyez contrôlé une fois par an par les impôts. Ce n'est pas le cas. Je peux vous le dire. Donc, tout ça pour dire que les systèmes de lutte contre la pauvreté amènent vraiment un dispositif d'opposition très frontal entre les bénéficiaires d'un droit social et ceux qui sont simplement les produits de la solidarité nationale. Et les bénéficiaires, au demeurant, de la solidarité nationale, ceux qui sont dans le champ de ce que j'appelais de l'assistance, hein, en gros les bénéficiaires du RSA, ont par ailleurs une très très forte culpabilité sociale incorporée, à tel point que 30% des bénéficiaires potentiels du RSA n'en font pas la demande dans notre pays. 30%. Quand on estime la fraude éventuellement à 5% éventuellement de bénéficiaires potentiels. Par contre, ceux qui se trouvent dans le champ de l'assistance sont également ceux qui sont clairement aujourd'hui posés comme espèce de victimes expiatoires d'une société où les droits sociaux des travailleurs étant en permanence érodés, voient effectivement l'assister effectivement comme la figure de celui qui ne fout rien, qui ne se lève pas le matin et qui touche autant qu'eux, effectivement sans rien foutre. Et ça, il suffit d'aller sur Facebook pour voir des publications de cette nature relativement fortes. Donc là, nous avons le champ de l'assistance. Là, ce ne sont pas des droits acquis, ce sont tout simplement des droits dévolus par les pouvoirs publics. Ils décident à un moment donné, on ne peut pas laisser les personnes sans rien, pas parce qu'il y a une grandeur d'âme, une grande magnanimité de la part des pouvoirs publics, hein, dans ce champ de l'assistance dans lequel je mets notamment la CMU complémentaire. Hein, vous savez, c'est la couverture maladie universelle pour ceux qui ne peuvent pas avoir la Sécu. Hein, parce que, voilà. Quand en 99, le gouvernement Jospin met en place la CMU complémentaire, c'est pas parce qu'il a une grande idée sociale. C'est parce que Médecins du Monde vient de faire un rapport en expliquant que la syphilis et la tuberculose est en Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire que la pauvreté endémique, à un moment donné, pose un problème pour le corps social dans son ensemble. Il faut le savoir. Et donc, même les régimes les plus néolibéraux poussés à leur paroxysme ne peuvent absolument pas accepter l'idée, je dirais, de classe sociale sans rien. D'accord. Je vais y revenir parce que, voilà, c'est vraiment très important que je place ce décor, et après on va comprendre tout cela, ça va se dérouler. À l'inverse de la zone verte, voilà, le choix des couleurs est totalement arbitraire, hein. Nous avons le champ de la propriété lucrative. Le champ de la propriété lucrative, c'est l'ensemble des ressources, par contre, qui sont permises quand vous avez déjà un revenu primaire relativement élevé. Et vous voyez la forme du champ de la propriété lucrative, c'est une forme quasi exponentielle. Plus vous avez de ressources, plus vous pouvez bénéficier de ressources en contrepartie de vos ressources primaires. Hein, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Qu'est-ce que l'on trouve là-dedans? L'ensemble des modes de rémunération qui sont liés à un droit de propriété et non pas à un droit social. Ce droit de propriété, qu'est-ce qu'on y trouve là-dedans? Si vous êtes propriétaire d'un appartement, que vous avez des loyers, par exemple, si vous avez des valeurs mobilières qui vous donnent des dividendes, voilà. Si vous avez tout simplement des assurances-vie, enfin l'ensemble de la rémunération dite patrimoniale. Et l'ensemble des rémunérations qui ont été mises en place, notamment par contournement du salaire, pour, on va dire, les cadres supérieurs et autres, c'est-à-dire les stock options, l'intéressement, la participation. Mais également l'ensemble de la protection sociale qui est basée sur un principe de contribution personnelle et individuelle. À savoir, vous y retrouverez les assurances privées et même les mutuelles. Hein,
Vous y trouverez tout cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit la Sécu, on réduit effectivement les dépenses de la sécurité sociale, on vous demande bien évidemment de prendre de souscrire, je dirais, à des contrats d'assurance maladie complémentaire en particulier. Ben, ces assurances maladie complémentaires ne fonctionnent pas comme la Sécu. Elles opèrent ce qu'on appelle une sélection du risque, elles placent votre argent sur les marchés financiers, en tirent éventuellement un rendement sur l'accumulation intertemporelle, et derrière, vous reversent éventuellement, moins que ce que vous avez cotisé, bien évidemment, des prestations sociales. Et plus vous avez d'argent, plus vous avez de droits de propriété, plus vous avez effectivement droit à des ressources, voilà, de telle sorte que aujourd'hui, si on prend la fortune par exemple de Bernard Arnault, elle est principalement constituée au sein de ce champ de la propriété lucrative et beaucoup moins du champ des revenus de son travail. D'accord ? C'est pour ça que la formule de cette zone est totalement exponentielle. Donc effectivement, en France, on a une sorte de névrose patrimoniale sur l'immobilier. Alors tout le monde doit être propriétaire de son bien immobilier, etc. Ça a constitué quoi? L'immobilier, le placement dans l'immobilier, tout simplement un contournement de la retraite par répartition. Faut dire les choses telles quelles. C'est-à-dire les biens, les ressources qu'on retire notamment de l'immobilier, ce sont des placements en propriété lucrative qui ont en grande partie souvent été pris pour essayer de compenser une retraite relativement faible liée à vos droits sociaux. Alors ce qui d'ailleurs, en France, c'est vrai qu'on a cette tradition de vouloir l'accès à la propriété, etc. En Allemagne, la plupart des personnes sont locataires et payent leur logement 2 fois moins cher qu'en France, par exemple. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en France, on a quand même, dans le pays de la sécurité sociale, créé des dispositifs, notamment par des facilités fiscales, notamment tous les systèmes d'allègement fiscal sur le patrimoine immobilier, qui visent en définitive à faire quoi? À compenser, effectivement, des prestations sociales, notamment liées à la retraite, qui étaient en permanente diminution. Donc on a dit, oui, on ne peut pas prendre en charge collectivement ça, mais donc prenez-vous en charge par le biais de votre contribution personnelle. Voilà. Je fais un point sur l'immobilier, mais la capitalisation, c'est la même chose. Les retraites par capitalisation, c'est exactement le même dispositif. Alors une fois que j'ai planté ce décor, il y a quelque chose qui vous semble, je pense, relativement évident sur ce graphique, c'est qu'il y a une zone très intéressante et qui va nous amener sur notre débat. Quand nous sommes dans une zone que j'appelle, dans mon ouvrage, l'entre-deux social. L'entre-deux social. En gros, les trop pauvres pour être riches et les trop riches pour être pauvres. Ceux qui sont trop riches pour pouvoir bénéficier du champ de l'assistance, c'est-à-dire en gros qui ont des ressources intermittentes mais qui les placent au-dessus, on va dire des seuils de solidarité, en gros des seuils de ressources, pour bénéficier des prestations sous conditions de ressources, de la CAF, et voilà, mais qui sont trop pauvres pour pouvoir véritablement bénéficier du champ de la propriété lucrative, qui n'ont pas assez d'argent pour pouvoir souscrire à une mutuelle, en particulier pour couvrir leurs dépenses, qui ne peuvent absolument pas accéder effectivement à la propriété immobilière, qui ne peuvent absolument pas souscrire à une assurance vie. C'est ceux qu'on appelle, pareil dans la littérature anglo-saxonne, il faut bien évidemment toujours reprendre les termes, les working poor, les travailleurs pauvres. Ceux qui aujourd'hui sont en Allemagne, cette zone grise dont on ne parle jamais dans tous les éditoriaux possibles de la presse mainstream, mais qui constitue en fait le pendant allemand du chômage de masse français. Les mêmes. Je viens de lire une statistique tout à l'heure. 70% des travailleurs ont une probabilité assez forte de passer sous le seuil de pauvreté en Allemagne, contre 30% en France. Ce qui veut dire que aujourd'hui, dans la grande compétition des statistiques, comme disait Disraeli, il y a le mensonge, le gros mensonge, et il y a la statistique. Aujourd'hui, je dirais, nos pouvoirs publics, en particulier en France, sont complètement focalisés sur la problématique du chômage au sens statistique du terme, pas le chômage en tant que tel. La situation de chômage, ça n'a rien à foutre.
la situation de la pauvreté, rien à foutre, mais par contre, il faut présenter des taux très faibles de chômage. Il y a plusieurs manières de faire. On évince les femmes du marché du travail, on réduit de 10 points, de 5 points à peu près le taux de chômage dans notre pays. C'est ce qu'a fait globalement l'Allemagne. Et vous remettez 5 points encore de moins, et ben vous mettez des travailleurs pauvres au lieu de bénéficiaires de minima sociaux, et vous avez votre taux de chômage extrêmement faible de 4 et quelques % en Allemagne. Voilà comment ça se passe. Ce n'est rien d'autre. Rien d'autre. Il ne faut pas croire qu'il y a moins de chômeurs en Allemagne qu'en France. C'est totalement faux. C'est qu'ils sont ailleurs, statistiquement parlant. Et ça, je pourrais vraiment vous le démontrer, y compris pour l'Angleterre, y compris pour des pays. Aux États-Unis, ils ont fait un autre choix. Ils ont fait un traitement pénal de la misère. C'est-à-dire que c'est la prison qui, en gros, constitue le lieu de stockage des pauvres. Donc quand vous êtes noir, vous avez 8 fois plus de probabilité d'être en prison qu'en France. Et le taux d'incarcération aux États-Unis, je crois que c'est à peu près 10 fois le taux d'incarcération français. Donc il y a un ouvrage extraordinaire de Loïc Vacan qui s'appelle « Les prisons de la misère » qui démontre comment on a construit tout ça. La prison joue le rôle, effectivement, d'éviction des plus inemployables de notre société. Voilà comment on procède. Après cette très longue, on va dire, introduction, mais pour moi me semblait extrêmement importante, on va pouvoir parler effectivement de cette zone intermédiaire, puisque c'est celle-ci qui est en jeu et qui est vraiment le cœur du sujet autour du revenu d'existence, du revenu de base, du salaire à vie. Et le salaire à vie, on verra, je le présenterai enfin parce qu'il s'agit d'un système totalement alternatif, mais qu'il convient aussi de discuter. Alors je vais vous montrer un dernier graphe, bon, au niveau du fil. Voilà. Voilà l'enjeu des réformes néolibérales de la protection sociale de notre pays. Vous voyez le même schéma et vous voyez la dynamique qui s'opère. Dans un premier temps, on réduit le champ du droit social. Comment? En attaquant sur 2 aspects. Le droit du travail, d'une part, c'est-à-dire les garanties collectives adossées à l'exercice d'un contrat de travail. Les garanties collectives, c'est le code du travail, bien sûr, les conventions collectives. Les ordonnances Macron viennent de constituer un point de départ, enfin le point de départ c'est vraiment El Khomri, mais Macron véritablement, d'une inversion de toute notre tradition sociale depuis l'après-guerre. C'est-à-dire que le code du travail était censé améliorer les conditions collectives et non pas les réduire. Et là maintenant, on vient de considérer que l'accord collectif d'entreprise ou de branche pouvait réduire les droits des travailleurs, les droits collectifs. Ça, c'est la première des choses et c'est la plus directe. Et bien sûr, derrière, par la réduction du salaire indirect, c'est-à-dire les prestations sociales. Quand on réduit les remboursements d'assurance maladie, les droits à retraite, on réduit, vous voyez, la frontière du champ du droit social. Et dans le même temps, du droit politique des travailleurs. Quand on supprime la cotisation salariale, comme vient de le faire Macron, pour la mettre sur la CSG, qu'est-ce qu'on fait? On fiscalise le financement de la sécurité sociale. Et en fiscalisant, c'est-à-dire qu'on retire aux travailleurs leurs droits politiques au sein des organismes de sécurité sociale. Donc on le donne à l'État. Donc voilà. Dans le même temps, vous voyez que comme la frontière du champ du droit social diminue, il faut, pour les plus pauvres, compenser par des prestations de solidarité, de prise en charge de la pauvreté, etc. C'est la zone 2, la zone bleue, la zone rouge, qui prend le pas sur la zone, sur la zone des prestations sociales à minima. Et bien sûr, le champ de la propriété lucrative, c'est lui qui a tout intérêt à la réduction du champ du droit social. Comment? À chaque fois que l'on réduit les dépenses d'assurance maladie en particulier, il n'y a pas 36 solutions. Hein. La prise en charge ne peut se passer que par la souscription individuelle à des contrats de complémentaires d'entreprise. Quand vous réduisez le droit à retraite, vous n'avez pas d'autre solution qu'à un moment donné compenser, soit par un droit patrimonial, ce que je vous ai expliqué notamment avec l'immobilier en particulier, ou des investissements dans des plans de retraite complémentaires d'entreprise ou autres, qui sont d'ailleurs très largement facilités par le pouvoir public. C'est cette zone 3 qui prend le pas sur le champ du droit social. J'espère que vous me suivez, jusque-là tout va bien.
maintenant, aussi, autre chose, il y a la contribution directe des ménages. Quand on crée l'euro forfaitaire, vous savez, vous allez chez le médecin, vous êtes remboursé à 70% par l'assurance maladie, 30%, moins 1 euro. Ça, c'est une contribution directe. Mais quand les franchises médicales, vous achetez des boîtes de médicaments, etc., c'est une contribution directe. Ce n'est remboursable ni par l'un ni par l'autre. C'est vous qui devez prendre en charge. La contribution directe, on la trouve surtout aussi dans le cadre des retraites. C'est ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite. De plus en plus de retraités aujourd'hui sont contraints de cumuler leur retraite avec un emploi, soit d'auto-entrepreneur, soit même de salarié ou autre. Mais ça existe. Et c'est très fréquent. Donc ça veut dire qu'on demande une contribution individuelle en fonction de leur capacité. Voilà. Bien évidemment, plus vous êtes riche, plus cette contribution directe est aisée et vous rapporte. C'est-à-dire que nombre de retraités, effectivement, des sociétés de consulting, de la banque des finances, peuvent faire des conférences très bien rémunérées et compléter leur retraite très aisément par rapport à ça. C'est évident. Hein, ça ne pose pas de problème. Et je peux vous assurer que la durée, l'espérance de vie, je veux dire, d'un emploi en bonne santé est aussi directement corrélée, je dirais, à la pénibilité du travail et puis à la valorisation sociale qu'elle procure. D'ailleurs, c'est pour ça que les lois qui étendent la durée de prise de la retraite sont souvent pondues par des personnes qui sont dans des cabinets ministériels qui se sentent quand même bien dans leur job, quoi. Hein, voilà. Mais là où on arrive, et c'est là que ça devient intéressant, c'est cette zone-là qui est intéressante. Les working poor, les trop pauvres pour être riches, trop riches pour être pauvres. Ceux qui sont juste au-dessus du seuil pour bénéficier de la CMU ou du RSA, mais qui n'ont pas grand-chose de plus en réalité. Alors les pouvoirs publics ont imaginé toute une série d'artifices pour essayer, de permettre à ces personnes-là de pouvoir accéder au moins au niveau des prestations sociales de ceux qui ont moins qu'eux, c'est logique, je vais m'expliquer, et deuxièmement, de faire en sorte que les personnes qui sont justement dans la zone de l'assistance, qui sont en dessous, aient quand même un intérêt à reprendre une activité salariée. Cette problématique-là est qualifiée sous deux vocables. L'effet de trappe, la trappe à pauvreté ou trappe à bas salaire, ou trappe à inactivité, d'une part, ou l'effet de seuil. L'effet de seuil, c'est, vous savez, pour bénéficier de la CMU complémentaire, c'est 700 et quelques euros, vous avez 701 euros, tant pis pour vous. Donc à 1 euro, vous perdez tout. RSA idem, etc. L'effet de trappe, c'est autre chose. C'est un peu la même logique, mais c'est que quand vous êtes dans une logique de bénéficier du RSA, vous motivez le matin pour aller travailler comme un manutentionnaire à 5 heures du matin pour gagner à peu près la même chose, peut-être que ça vous motive moyennement. Alors, effectivement, on a deux manières de voir les choses. Soit ce sont des feignasses, soit effectivement, aujourd'hui, les conditions, de rémunération dans l'emploi sont peut-être pas forcément suffisamment attractives. Alors, comme ça pose vraiment problème dans le néolibéralisme, qu'il y ait des personnes qui soient payées à rien foutre, parce que c'est vraiment la réalité. Je pourrais vous donner vraiment des débats parlementaires sur les droits et obligations des bénéficiaires de minima sociaux. Enfin, je veux dire, il y a ce côté-là, qui est quand même très très fortement. On a créé le RMI en France, mais il y avait quand même cette idée que on ne pouvait pas quand même permettre aux pauvres de se complaire dans l'opulence des 530 euros dont ils bénéficient tous les mois, quand même. Quand même pas exagérer, parce que c'est la réalité. Mais comme ce que l'on souhaite, c'est le système britannique ou le système allemand, c'est qu'on ait en fait des personnes qui puissent en fait travailler pour un demi-SMIC, parce que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est le demi-SMIC, c'est le mi-temps au SMIC. C'est comme ça qu'on obtient en Allemagne un taux de chômage extrêmement faible. C'est un demi-SMIC. Donc un demi-SMIC, c'est 500 et quelques euros. C'est-à-dire en gros le RSA. Eh bien, allez dire à un bénéficiaire du RSA, écoute mon coco, maintenant, tu vas te lever le matin et tu vas décharger des camions pour 530 euros alors que tu les perçois. On peut comprendre aisément que ce ne soit pas franchement une perspective extraordinairement stimulante. Mais il faut y aller quand même. Il faut stimuler. Et pour stimuler, l'idéologue néolibéral
est extrêmement fécond en termes d'imagination. Et il a inventé énormément de solutions. Première invention thatchérienne s'appelle le workfare. W-O-R-K-F-A-R-E. Work, donc contraction de work, travail. Faire, welfare. Welfare est à providence, hein, si vous voulez. Donc des prestations pour le travail. Ça a été mis en place en Grande-Bretagne et aux États-Unis en particulier. Alors ceux qui ont vu Bowling for Columbine, hein, vous savez le film de notre Michael Moore, pardon, j'ai cherché. Il explique hein, que la mère des deux tueurs faisait justement un boulot de workfare, 150 km aller, 150 km retour. Non pas pour toucher un salaire, tout simplement pour pouvoir continuer à bénéficier de ces prestations sociales qui sont sous forme de bons alimentaires, hein, en particulier dans certains États des États-Unis. Le workfare, c'est une approche extrêmement brutale qui consiste à dire vous bénéficiez de ressources, mais de ressources d'assistance, mais en contrepartie, vous allez devoir travailler pour la collectivité. Donc c'est une culpabilisation très très forte du chômeur, de l'inactif, pardon, placé sous ce système. Ce système a été mis en place d'une manière très claire aux États-Unis, en Angleterre en particulier, et c'est traduit par une chose évidente, par une sortie des dispositifs d'aide sociale de la part de milliers de pauvres, qui préféraient tout simplement mendier en liberté plutôt que d'être placés sous les fourches codines de ce système. La France a tenté un système de workfare et le tente toujours, très timidement, il faut le dire. En France, on a quand même une tradition sociale qui n'est pas tout à fait celle-là, mais il y a eu. Alors certains se souviennent peut-être en 2004 de la création du RMA, Revenu Minimum d'Activité. Ça ne vous dit rien? Si 2004. Ça n'a jamais été mis en œuvre parce que, en fait, comme c'est les départements qui gèrent le RMI à l'époque, RSA aujourd'hui, la plupart des départements étaient passés aux socialistes et comme c'est une mesure sous Raffarin, ne l'ont pas mise en place. Mais le RMA consistait tout simplement à forcer des bénéficiaires du RMI à prendre un métier à demi-SMIC, totalement subventionné par l'État. Pour l'employeur, ça ne coûtait rien. Mais par contre, donc en gros, ça n'a pas mis 1 euro d'économie dans cette histoire. La seule chose, c'est on remet l'inactif sur les rails de l'insertion par le travail, etc. Bon, bref. Aujourd'hui, on a quelques départements hein, qui retentent ce genre de choses. Hein. Et en particulier, bon, un département très... Il y a 2 départements hein, qui sont généralement toujours à la pointe hein, quand il s'agit effectivement de culpabiliser, de... faire bosser les feignasses. Pardon? De faire bosser les feignasses. Faire bosser les feignasses, oui, on peut dire les choses comme ça, vous avez raison. C'est leur vocabulaire. Alors on a le Haut-Rhin et on a les Alpes-Maritimes. Donc là, en l'occurrence, c'est le Haut-Rhin. Et donc là, il y a effectivement des dispositifs où les bénéficiaires du RSA doivent rentrer dans des chantiers d'insertion, etc., etc. Bon, bref. Voilà. Donc ça, c'est le mécanisme de workfare. Le mécanisme de workfare a cet inconvénient d'être quand même relativement brutal, pas forcément extrêmement efficace en termes d'incitation à la reprise d'emploi. Ça crée clairement des poches de pauvreté extrêmement fortes, avec des personnes qui sortent directement des dispositifs d'aide sociale. Bon, en tout cas, ce n'est pas du tout les solutions. Alors après, il y a des dispositifs un peu plus subtils, un peu plus, je dirais, un peu plus fins du point de vue de la c'est les dispositifs dits d'intéressement à la reprise d'activité. En gros, c'est l'ensemble des dispositifs visant à permettre un cumul entre votre prestation d'aide sociale et un revenu du travail. C'est les dispositifs dits d'activation des dépenses de solidarité. C'est ça les dispositifs. Quand Martin Hirsch est nommé haut commissaire aux solidarités actives, alors tout est dit dans son terme, dans le vocable qui détermine. Voilà. Solidarité active. Solidarité, c'est-à-dire prendre en charge de la pauvreté. Voilà ce que ça veut dire, en gros. C'est pour ça que le terme de solidarité a été tellement galvaudé que moi je ne l'utilise plus. Hein? Prise en charge de la solidarité active, c'est-à-dire il crée le RSA activité qui permet de permettre un cumul entre le revenu de base, qui est le RSA,
et un revenu du travail. Aujourd'hui, ça n'existe plus, le RSA activité, ça a été remplacé, vous le savez sûrement, par un autre dispositif qui s'appelle la prime pour l'emploi. D'accord ? Bien, sachez que la prime d'activité, excusez-moi, qui elle-même est la fille de la prime pour l'emploi. D'accord ? Et de la fusion entre le RSA activité et la prime pour l'emploi a donné la prime d'activité. Alors la prime d'activité, sachez que c'est ni plus ni moins que l'application. C'était déjà le cas pour la prime pour l'emploi, mais la prime d'activité, ça pousse le raisonnement jusqu'au bout. Mis en place par Manuel Valls, voilà. C'est l'application de ce que Milton Friedman, que vous connaissez sûrement, chef de file de l'école ultralibérale monétariste de Chicago, chantre de l'économie ultralibérale, a inventé en 1962 dans un article et qu'il a appelé l'impôt négatif. C'est quoi l'impôt négatif ? C'est l'idée de dire que, en fait, au lieu de s'emmerder avec un ensemble de prestations sociales, de ci ou de ça, d'allocations chômage, on n'a qu'à simplement se fonder sur l'impôt. Donc il y a un impôt qui sera positif pour ceux qui ont des revenus. Vous payez des impôts, donc l'impôt est positif pour vous. Puis il y a des personnes qui n'ont pas assez de revenus, donc l'impôt redeviendra négatif, c'est-à-dire qu'on leur redonnera de l'argent. Mais, si j'avais un paper, je pourrais le faire, mais en fait, le principe de l'impôt négatif, c'est que les prestations, le crédit d'impôt inventé par Milton Friedman est progressif avec votre revenu tiré de votre travail, au moins jusqu'à un certain seuil. Ce qui veut dire, je vous explique, vous touchez 0 € en allant bosser, vous aurez 0 € de crédit d'impôt. Vous allez bosser, on va dire une semaine, vous obtenez 100 € de revenu du travail, mais là par contre vous bénéficierez de 100 € également de crédit d'impôt. Et par contre là vous allez travailler pendant la moitié du mois au SMIC, vous aurez 500 €, et bien là on va vous donner 500 € de crédit d'impôt. Vous voyez le truc ? Plus vous travaillez, plus vous avez des ressources par le travail, plus on vous donne de crédit d'impôt. Jusqu'à ce qu'on arrive à un certain niveau où là ça redevient dégressif. Donc à partir de 1000 €, vous avez 1000 € de revenus par le travail, là vous n'avez plus que 700 € de crédit d'impôt, etc. Jusqu'à ce que ça redevienne nul. Et puis après c'est vous qui payez les impôts. Ça a été inventé dans un article très célèbre de Milton Friedman, 1962. Principe d'impôt négatif. Ce principe d'impôt négatif est le principe qui prévaut pour la prime d'activité en France. C'est-à-dire, sachez que la prime d'activité est également progressive avec le revenu. L'idée derrière, c'est quoi, sous-jacente ? C'est de permettre d'inciter les individus à reprendre le travail. Parce que plus vous gagnez d'argent, plus vous en aurez également par la suite. Vous voyez le principe. Et là, on arrive au principe d'impôt négatif. Et derrière le principe d'impôt négatif, Milton Friedman lui-même, et puis après d'autres auteurs, ont commencé à se dire, mais si on poussait le raisonnement jusqu'au bout, jusqu'à son paroxysme, et qu'on leur donnait la même somme pour tous les individus, quels qu'ils soient, de la naissance à la mort, est-ce que ça ne serait pas, en fait, la solution ? Vous naissez, vous bénéficiez d'un certain pécule qui est lié simplement à votre existence, au fait que vous êtes sur Terre. Derrière, donc on va dire ce pécule-là, et c'est justement là que le débat intervient et qui va intervenir, où est-ce qu'on met le niveau de ce pécule ? Dans la version néolibérale, ce pécule, on va le mettre à un niveau très faible, généralement à un demi-SMIC. Toujours. C'est-à-dire à peu près aux alentours de 500, 600 €. Parfois un peu plus, un peu moins selon les simulations. Voilà. Avec 500, 600 € par mois, qu'est-ce que vous faites ? Pas grand-chose. Vous ne pouvez pas forcément vous faire des 3 étoiles à peu près tous les mois. Enfin bon, bref, voilà. Non, mais c'est à peu près ça. Donc avec 500 €, quelle est la problématique ? C'est-à-dire que si tout le monde a 500 €,
Après, ça ne devient qu'un filet de sécurité pour tous. Et là, il n'y a plus de problématique de reprise d'activité ou pas. Vous ne prenez pas de boulot. Moi, j'ai plus de problème avec vous, ça. En tant que pouvoir public, en tant que représentant de la nation. Vous avez vos 500 €. Vous vivez avec ça. Vous considérez que c'est un peu raide, quand même, de vivre avec 500 € par mois. Bah, dans ce cas, allez travailler. Même 2 heures, 3 heures, 4 heures, 10 heures dans le mois. Dans n'importe quelle condition, vous compléterez votre revenu de base. Ce que je viens de vous décrire, c'est la version, on va dire, néolibérale du revenu d'existence, qui n'est ni plus ni moins que la fille de l'impôt négatif de Milton Friedman, mais poussée dans sa version extrême. Dans sa version extrême, l'impôt négatif, sous sa forme revenu de base, est un revenu inconditionnel. Tous les individus perçoivent leurs ressources de base. Et ce faisant, plus de problème avec les problématiques de droit du travail, de conventions collectives, de nécessité de sécuriser, si vous voulez, le travailleur dans l'emploi, parce qu'à partir du moment où il a un minimum garanti, de toute façon, ça crée une fluidité extrême entre les phases dites d'inactivité et de travail. Vous n'avez plus de problème avec ce dispositif-là. Donc ça incite, bien évidemment, à la reprise d'activité. Donc il y a un certain nombre d'auteurs qui, sur le revenu de base, le revenu d'existence, voilà, qu'il appelle basic income, pour reprendre un certain nombre de terminologies, alors revenu de base, revenu d'existence, ont théorisé cela. Alors, dans la théorisation, il y a une très abondante littérature. On verra bien évidemment que le niveau selon lequel on pense le revenu de base, enfin, ou ce revenu d'existence, le niveau va déterminer le projet politique qui le sous-tend. Si vous le mettez au niveau le plus faible, vous êtes bien évidemment dans une approche néolibérale, complète. C'est-à-dire, en gros, plus besoin de garantie dans le travail, vous avez votre ressource, de votre revenu de base, il n'y aura rien d'autre à côté, sachez-le. Et après, vous prenez un boulot, vous contribuez. Si vous avez des ressources, vous pourrez d'ailleurs largement compléter ça par une assurance maladie, par une retraite. Si vous travaillez assez peu parce que vous êtes une feignasse et que vous ne voulez pas, précisément, je reprends vos termes, et que vous ne voulez vous contenter que de ça, et bien effectivement, vous n'aurez pas de droit à retraite, mais bon, vous aurez vos 500 € qui vous permettront de vivre d'une manière, certes assez frugale, mais ce sera votre choix. Ça sera votre choix. C'est la base même. Alors, il y a vraiment une foultitude d'auteurs qui se sont penchés sur la question du revenu de base. Je vais vous en donner quelques noms. Il y a des versions social-démocrates. Philippe von Parijs, qui est un auteur belge, qui a beaucoup travaillé là-dessus. En France, on a Alain Caillé, qui est dans une approche à peu près équivalente. En France, un auteur qui est mort, qui s'appelle Yolande Bresson, qui a, était vraiment sur une approche assez centrale entre l'idée qu'il fallait reconnaître à un moment donné l'individu, voilà, et bien sûr l'idée d'inciter au travail. Si on pousse un peu plus loin sur cette logique-là, on a André Gorz lui-même, le philosophe, souvent imbé d'une certaine aura, enfin, je veux dire, dans le microcosme intellectuel, qui a parlé effectivement d'un revenu de base, alors qu'il ne le qualifie pas comme tel, mais en tout cas dans l'immatériel, c'est dans cet ouvrage-là, où il parle effectivement d'un revenu, je crois, de citoyenneté, je ne me rappelle plus du terme exact, mais c'est un peu la même logique. Après, on a des personnes qui ont vraiment théorisé le revenu de base, mais dans une version maximaliste, en poussant beaucoup plus loin le raisonnement, en disant, attendez, moi, je ne veux pas être obligé de sacrifier mon temps au travail. Et je veux en tout cas pouvoir choisir. Aujourd'hui, il y a un auteur qui est un peu médiatique, qui s'appelle Baptiste Milondo, pour certains, qui, lui, pousserait aux alentours de 1 000 € et quelques, le revenu de base. Puis on a un auteur un peu ovni qui s'appelle Jérémy Rifkin,
qui lui parle de rendement. Alors lui, bon, il a un environnement mental qui est basé sur la base d'imprimantes 3D pour tout le monde, de progrès techniques et technologiques, voilà, d'économie collaborative, qui amènerait à dire qu'en gros, on n'aurait plus besoin d'être dans le cadre d'un travail pour pouvoir produire les biens nécessaires. Donc là, on pourrait bénéficier effectivement chacun d'un revenu d'existence relativement élevé qu'on pourrait chiffrer aux alentours de 1400 € par mois. Donc c'est-à-dire que ça peut aller très très loin. Mais tous s'inscrivent dans une même logique, dans un même présupposé. Le présupposé, c'est qu'aujourd'hui, il y a une rareté de l'emploi, une rareté du travail. Et que cette rareté du travail doit nous amener soit à inciter ceux qui vraiment sont les plus employables à prendre des activités coûte que coûte, ou éventuellement à survivre avec rien, soit à considérer qu'aujourd'hui les gains de productivité sont tels que on va plus, de toute façon on n'a plus les moyens, ça c'est plutôt Rifkin, on n'a plus les moyens de prendre en charge l'ensemble des biens sociaux par le biais d'une contrepartie en travail, donc il faut que l'on garantisse un droit de citoyenneté basé sur un revenu de base. Et bien sûr, dans le lot, au sein de toute cette nébuleuse, intellectuelle, autour du revenu de base, revenu d'existence, il y a effectivement le pouvoir, les politiques qui se sont saisis de cette question. En France, il y a deux politiques qui ont mis vraiment ça sur le devant de la scène. L'une la plus ancienne, c'est Christine Boutin, sachez-le, qui est favorable à un revenu de base. Et puis bien sûr, Benoît Hamon pendant la présidentielle. Avec son économiste star Thomas Piketty qui est derrière et qui s'inscrit dans un truc. Alors, ce qui est très intéressant, c'est quand on a commencé à interroger Benoît Hamon sur son modèle de revenu de base, de revenu d'existence, en l'espace de 3 questions, tout le dispositif s'effondrait. C'est-à-dire moi aujourd'hui je suis en peine de savoir quel est son modèle de revenu d'existence. Est-ce un modèle en gros d'extension du RSA? Oui, c'est un modèle d'extension du RSA, notamment aux jeunes de moins de 25 ans. Ça ne fait pas de ça un revenu d'existence, ça fait ni plus ni moins qu'un revenu d'assistance. Et puis éventuellement l'étendre, potentiellement. Il faut bien comprendre l'extrême dangerosité d'un principe de revenu d'existence si on reprend effectivement tout le début de la démonstration. Le revenu d'existence, je vais vous donner un chiffre. Si on met grosso modo le revenu d'existence aux alentours de 700 € par mois, et vous voyez que c'est pas, nous avons à peu près l'équivalent des sommes en jeu, c'est l'ensemble des sommes, des moyens financiers nécessaires pour pouvoir payer ces 700 € par mois pour tous les habitants, c'est l'équivalent actuel de l'ensemble des prestations de sécurité sociale. C'est 25%. Si on va à l'ONPES, aux 1400 € de ce que dit l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, à 1400 €, c'est 50% du PIB qu'il faudrait pouvoir consacrer. Donc vous voyez les sommes colossales. C'est-à-dire, en gros, on donne 700 € à tous, certes, mais ça veut dire, en gros, madame, vous avez 700 €, mais votre assurance maladie, ça n'existe plus, vos retraites, ça n'existe plus, vos prestations familiales, ça n'existe plus, vos accidents du travail, ça n'existe plus, votre assurance invalidité, ça n'existe plus, si vous avez... Ça veut dire, en gros, derrière, c'est votre capacité contributive individuelle qui va devoir obligatoirement être mobilisée pour pouvoir prendre en charge les besoins sociaux complémentaires qui seront nécessaires. Et moi, j'ai eu des débats très importants, j'enseigne à Sciences Po Strasbourg, avec des étudiants qui me disaient oui, mais on pourrait compenser, rendre compatibles les deux. Mais je dis, vous imaginez un dispositif qui consacre déjà les mêmes proportions du PIB, de la richesse nationale, à créer un revenu de base, arriver encore à lui remettre un système de protection sociale basé sur une cotisation sociale sur l'emploi, parce que je ne vois pas comment c'est faisable. Ça veut dire qu'en gros, on étatise soit de l'intégralité des prestations, de l'économie, parce que c'est ça que ça veut dire, soit effectivement, à un moment donné, on s'en tient effectivement à un revenu de base, et donc dont la principale utilité et vertu, c'est de se donner une forme de bonne conscience collective par rapport au fait qu'on ne laisse personne dans le dénuement le plus extrême, mais qu'en revanche, on incite bien évidemment
à la reprise d'emploi par tous les moyens et à la compléter cette ressource par des ressources du travail, même à temps partiel, même très faiblement rémunérées. Vous voyez. Et voilà où est la dangerosité extrême, y compris dans le modèle de Benoît Hamon, y compris. C'est qu'à partir du moment où on vous donne effectivement cette ressource de base, est-ce qu'on a un intérêt, grosso modo, est-ce que les pouvoirs publics, est-ce que le patronat a un intérêt aujourd'hui à concéder des droits sociaux aux travailleurs dans un dispositif comme celui-ci? Mais pour quelle raison? Il n'en aurait aucune utilité. L'employeur pourrait tout à fait dire, mais écoutez, madame ou monsieur, vous avez votre revenu de base. Si vous travaillez, c'est que vous avez envie de compléter. On ne vous impose pas de venir compléter votre revenu de base. Donc pourquoi vous m'exigez effectivement un 13e mois? Pourquoi vous exigeriez des congés payés? Pourquoi vous exigeriez ci, ça ou ça? En gros, tout l'édifice qui a constitué le droit social de notre pays et qui explique l'existence de syndicats dans notre pays. Parce que c'est ça l'enjeu d'un syndicat, c'est de défendre l'intérêt collectif des travailleurs. À partir du moment où ce n'est plus le travail qui constitue la porte d'entrée vers le droit à la citoyenneté sociale, je le redis, dans notre système, c'est le travail qui est la porte d'entrée vers la citoyenneté sociale. D'accord? À partir du moment où on abolit ça, il n'y a plus aucune raison que l'on maintienne effectivement un combat pour une sécurité sociale, pour un droit du travail ou quoi que ce soit. Déjà parce qu'on n'aura pas les moyens de compenser les deux, de payer les deux, parce qu'il va falloir le payer accessoirement, ce revenu de base. Ça veut dire comment il sera payé? Il sera payé par l'impôt, précisément. C'est le principe de l'impôt négatif. C'est-à-dire que ce seront les classes moyennes aisées qui payeront le plus, effectivement, et qui vont financer, effectivement, le revenu de base des plus pauvres. Avec ce que cela, d'ailleurs, suppose en termes de délitement social, de rupture de cohésion sociale potentielle, et il faut ce qu'on appelle une compliance à l'impôt, une acceptation volontaire, entre guillemets une servitude volontaire, pour prendre le terme de la Boétie, à l'impôt, qui est loin d'être acquise. C'est pas un hasard si le seul dispositif de revenu d'existence est tenté où? En Finlande, actuellement, pour 2000 personnes. Bien sûr. À votre avis, il est aux alentours de 1400 € ou plutôt aux alentours de 500? Voilà. Je vous laisse trouver le truc. La version néolibérale, voilà, c'est une version qui vise précisément à casser toutes les garanties liées à la prise de travail. Et le modèle de Benoît Hamon, tout séduisant qui peut apparaître, est un modèle qui s'inscrit littéralement dans ce dispositif. Alors après, vous me direz, oui, mais bon, on a aussi d'autres modèles alternatifs. On a le modèle de Jeremy Rifkin, par exemple. Lui qui dit, en gros, il n'y a plus de travail. Alors c'est là qu'il faut quand même s'interroger sur cette réalité. Est-ce vrai ou non qu'il n'y a plus de travail dans notre pays? Aujourd'hui, on n'a plus de travail pour tout le monde. Je suis désolé de dire qu'on n'a plus forcément aujourd'hui la même quantité de travail qui est placée sous une valorisation capitalistique. Mais le travail, aujourd'hui, c'est un pan, un champ absolument considérable. Toutes nos activités, les activités des retraités, les activités des parents au foyer, les activités associatives, etc., sont du travail. Ce que je fais là ce soir, c'est du travail. Oui, même si je le fais gracieusement, d'un point de vue militant, mais c'est du travail. Là, je travaille, là. Quoi qu'on en pense. Vous aussi. Et vous, d'une manière, eh bien, j'allais le dire justement, vous faites bien de le dire, ce que j'allais dire, mais vous aussi vous travaillez, voilà, vous participez à une conférence, vous allez débattre, effectivement, c'est du travail. Bon, voilà. Mais après, c'est vrai que la question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, le travail n'est reconnu qu'à partir du moment où il n'est valorisé dans le cadre d'un mode de conception capitalistique, c'est-à-dire une valorisation monétaire. D'accord? Alors, effectivement, le travail n'existe qu'à partir du moment où on peut lui mettre, effectivement, en comptabilité nationale, une valeur. C'est-à-dire, c'est un peu le cas, la figure habituelle qu'on sort en première année de fac d'éco, quand un homme épouse sa femme de ménage, il fait réduire le PIB. C'est-à-dire que sa femme de ménage va faire le même boulot en tant que femme au foyer, sauf que dans un cas, c'est valorisé par un mouvement monétaire et dans l'autre pas. Donc dans un cas, ça fait baisser le PIB et dans l'autre pas. Voilà.
Donc ce qui montre bien que le PIB, hein, la richesse nationale, n'est qu'une construction strictement politique. Hein. D'ailleurs, il y a les grands débats autour de l'insertion de l'économie parallèle dans le PIB, posent des vraies questions. C'est-à-dire qu'en gros, voilà. Alors c'est là qu'on arrive, à un moment donné, à la dernière version de cette approche-là. C'est la version de Bernard Friot. C'est celle du salaire à vie. Lui, il parle de ce principe. C'est-à-dire, oui, effectivement, le travail, il y en a partout. Du travail concret, il y en a absolument partout. Et ce qui pose le problème, c'est ce qu'il appelle le mode d'homologation capitalistique, de légitimation capitalistique. Je n'ai plus l'exactitude du terme, mais enfin, en gros, ce qui transforme le travail concret, voilà, en un travail qui sera reconnu par le capitalisme, c'est simplement qu'à un moment donné, ce travail-là puisse entrer sur un marché et donne lieu à une valorisation. Bernard Friot, certains que connaissent peut-être ou pas, qui est un ami accessoirement, mais donc a élaboré toute une théorie autour du salaire à vie. Alors, lui et Bernard Friot, c'est pas le revenu de base qu'il propose. Le salaire à vie n'a rien à voir avec le revenu de base. Le salaire à vie, c'est au contraire pousser le raisonnement où on mettrait que la zone bleue. Mais la zone bleue, en fait, je vais faire ça. En fait, elle serait comme ça. Tac, tac, tac et tac. C'est-à-dire 4 paliers. Tout individu a droit, selon sa qualification, à un salaire. La plus faible qualification vous donnerait 1 500 €. La qualification suivante, 3 000, 4 500 et 6 000 €. Il y aurait 4 niveaux de qualification, 4 niveaux de salaire, point barre. Plus d'État, plus d'impôts. Par contre, vous auriez une socialisation intégrale de l'économie. C'est-à-dire que quand vous travaillez, 100% de votre salaire est versé sous forme d'une cotisation sociale, en fait, qui va servir à nourrir une caisse des salaires, d'une part, qui versera vos salaires, et puis d'autre part, une caisse d'investissement. C'est-à-dire qu'en gros, il met fin au système bancaire et à la création monétaire connue actuellement, hein, c'est-à-dire en gros, les institutions bancaires font créer de la monnaie pour financer un investissement à long terme, et voilà. Donc il met fin complètement à l'ensemble du dispositif capitaliste tel qu'on le connaît. Comment on passe d'une qualification à une autre? Simplement en validant sa qualification, selon des critères qui ne restent pas véritablement décrits, mais qui seraient liés en gros à un ensemble de délibérations collectives, politiques, voilà, en gros en fonction des besoins. Donc vous auriez besoin, on a besoin éventuellement de telle ou telle profession, donc si on se rend compte qu'il n'y a pas assez de monde, éventuellement on revalorisera plus telle ou telle profession, etc. Et en tout cas, il n'exclut pas, Bernard Friot, d'ailleurs, qu'il y a une forte conflictualité pour la reconnaissance des qualifications. Mais toujours est-il que tout un chacun a 1 500 €. Alors on ne paye plus d'impôts, certes, c'est une socialisation intégrale de l'économie, plus de système bancaire, et ce faisant, on reconnaît l'individu et son travail, et on le valorise monétairement, quel que soit son travail, que ce travail soit un travail concret ou un travail abstrait, hein, qui soit antérieurement valorisé sur le marché capitaliste ou pas. D'accord? Pour faire relativement simple. C'est-à-dire, en gros, lui, Bernard Friot, dit voilà, le retraité travaille. Et comme le retraité travaille, c'est normal qu'aujourd'hui, la sécurité sociale nous montre qu'on lui verse un salaire. Et que ce salaire, c'est un salaire qui est versé en contrepartie de son travail. Et non pas en contrepartie d'une cotisation préalable. C'est très intéressant d'un point de vue même philosophique. Et je suis, sur ce point-là, relativement d'accord avec lui. De la même manière que les prestations familiales et les allocations familiales, alors je sais que moi, au sein de l'UFAL, il y a eu des débats, là-dessus je suis minoritaire, hein, ça faut le dire. Mais moi, je considère qu'effectivement, les allocations familiales, ce n'était pas une prestation versée pour l'enfant. Non, c'est la reconnaissance du travail parental. Je pense que ça a un sens. Voilà. Alors par contre, quand je dis ça, mes amis de l'Union des familles laïques me disent oui, mais tu reviens au salaire maternel, etc. Bon, je ne rentre plus dans le débat, mais, etc. Mais
il y a quand même une idée de dire que oui, il y a des moments où le travail réalisé et que l'importance du travail familial, d'éducation, on pourrait dire même d'élevage, même si c'est pas beau, mais le fait d'élever des enfants, hein, pas simplement, voilà, pas forcément les éduquer, mais simplement les élever, c'est-à-dire subvenir à leurs besoins, participe à la richesse de la nation. Voilà, point. Il crée des externalités positives, voilà. Bon, bref, je referme la parenthèse. Mais c'est très séduisant comme idée. L'idée que le travail ne se réduit pas, effectivement, à la nécessité d'aller quémander un emploi auprès d'un employeur et de vous mettre à genoux pour accepter l'emploi qui va vous permettre de survivre. Il dit il faut arrêter. Donc lui, il veut abolir le marché du travail et le marché de l'emploi. Tout individu se lève le matin, il a 1500 € par mois. Et puis s'il veut aller au-delà, il progresse dans la qualification. Alors moi, je vous le dis, je trouve que c'est extraordinairement stimulant intellectuellement de lire du Bernard Friot. Il a écrit quelques ouvrages, une trilogie pour l'enjeu du travail, l'enjeu du salaire. Là, il vient d'écrire un dernier qui m'a offert, un dernier opus qui s'appelle Pour vaincre Macron. C'est très stimulant. Ouais, c'est ça. Vaincre Macron. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui, pour moi, a une importance très forte dans ma propre vie personnelle. Il a été mon co-directeur de mémoire. C'est lui qui m'a fait embrasser ma carrière à la sécurité sociale, etc. Donc je ne reviens pas. Je ne veux pas, si vous voulez, laisser supposer que j'ai un problème. Mais par contre, j'ai quand même un gros problème avec l'évolution très contemporaine de sa pensée, parce que je trouve que son système est un système extraordinairement séduisant, à Bernard Friot, mais j'ai une grosse difficulté. C'est qu'il ne se soucie même pas une seconde des conditions sociales de sa réalisation potentielle. Voilà. En gros, que ça arrive ou que ça n'arrive pas, c'est pas mon problème. Nous sommes dans un système où on voit plutôt que le champ du droit social est en train de tomber furieusement quand même vers le bas, et lui il dit, mais moi qu'à cela ne tienne, moi je vous propose 100% de cotisation sociale. Voilà. Alors que la cotisation sociale est attaquée de toutes parts. Aujourd'hui, on a une mainmise effectivement de l'économie financiarisée, voilà, sur le capitalisme mondial. Il nous dit, je vais supprimer les banques. Et j'ai fait partie, en ces lieux, à Lille, l'année dernière, j'ai été invité par Bernard à intervenir au réseau salariat, parce qu'il a créé un réseau salariat, donc j'étais là. J'étais très content d'être là, mais moi, ce qui m'a extrêmement surpris, c'est de voir surtout beaucoup de personnes ne pas forcément comprendre l'ensemble des présupposés parmi les membres du réseau salariat. Ce qui montre bien que ça reste un dispositif qui relève plus, on va dire aujourd'hui, de la création strictement intellectuelle que véritablement d'un projet avec une dimension programmatique, avec une vocation de réalisation. Voilà. Moi, je vous le dis, moi, je peux être séduit par le projet social, et entendre des choses très intéressantes. A-t-on besoin des banques, effectivement, pour financer l'investissement? C'est vrai qu'il pose cette question. Et il dit notamment l'hôpital public, grâce à la Sécu, par biais de subventions d'investissement, a pu se passer de banques. Ce qui est partiellement vrai. Et il le dit, et c'est très juste. Et je trouve ça extrêmement intéressant, et je pense que ça mérite de s'ouvrir, entre guillemets, les chakras en lisant du Friot, par rapport à son salaire à vie, ce qui réinterroge aussi, d'une certaine manière, notre rapport au travail, à l'emploi, etc. Et vraiment, c'est vraiment extrêmement intéressant. En revanche, moi, je pense que la grosse faiblesse de Bernard Friot sur le salaire à vie, elle tient comme je vous l'ai dit, il ne s'intéresse pas aux conditions sociales de sa réalisation, de son projet. Donc en gros, il se positionne littéralement en prophète dans 500 ans. Moi, qui suis extrêmement pessimiste et qui ai quand même une vision eschatologique relativement noire de l'espèce humaine. J'ai peur que dans 500 ans, l'espèce humaine est littéralement disparue, mais bon, ça c'est un point de vue très personnel, mais qui m'amène à me dire que moi, les projets pour dans 500 ans, je m'en fous légèrement. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je crois qu'il néglige, et je pense de bonne foi, pour le connaître, la dimension strictement anthropologique du travail. C'est-à-dire que oui, notre rapport au travail, c'est un rapport à l'homme. L'homme n'existe que par le travail. C'est vrai. Et un individu n'a pas forcément
un rapport au travail qui est identique. Enfin, les rapports au travail sont très très différents de l'un à l'autre. Voilà. Et je vais vous dire une chose, c'est que je pense que Bernard Friot a un rapport autoréférencé à son propre rapport au travail. Lui, c'est un travailleur acharné qui travaille à 16 heures par jour, qui a besoin de personne derrière ses... Bon, ça doit être un universitaire pour le faire bosser. Et il est persuadé que n'importe quelle personne serait exactement dans cette problématique-là. Sauf que moi, je pense, malheureusement, que comme la contradiction que donne Frédéric Lordon sur le travail de Friot, je pense qu'elle est assez pertinente, c'est que taper des horaires, effectivement, voilà, c'est une vraie question. On va devenir... Les chauffeurs de bus sont très fiers de leur métier de chauffeur de bus et ont envie d'être chauffeurs de bus parce qu'ils sont heureux dans leur rapport. Ils prévoient une caisse de financement de l'investissement. Quels seront les critères d'attribution de ces subventions? Et là, il a pointé du doigt Lordon quelque chose de très très juste par rapport à ça. C'est que ça devient des critères qui obligent le financeur à attribuer des subventions d'investissement selon des critères politiques, avec tout ce que cela suppose et de ce que l'on a connu notamment en Union soviétique, c'est-à-dire en gros de clientélisme, de copinage, de réseaux constitués, etc. C'est-à-dire en gros le financement des investissements passeront bien évidemment dans un cadre d'une conflictualité extrêmement forte et de prise je dirais de pouvoir de ceux qui précisément auront les moyens politiquement d'obtenir ce type d'investissement. Tout ça pour dire, et c'est ma conclusion, parce que j'étais assez long, j'espère pas inintéressant, c'est toujours après cours on verra, mais qu'il faut bien arriver à comprendre que moi, je reste persuadé que la sécurité sociale est un déjà là possible extraordinairement puissant pour la classe des travailleurs dans notre pays. C'est ça l'enjeu. Nous avons affaire à une institution qui s'est créée par une conquête sociale extrêmement importante, qui a permis de conférer des droits aux travailleurs et obliger l'employeur à reconnaître les droits du travailleur. Comment? Par le rapport de force. Il ne faut pas croire que le patronat a octroyé la sécurité sociale comme ça, ce n'est pas le rapport de force. Et par la sécurité sociale, par le projet du Conseil national de la résistance, on a permis de sortir le travailleur, ou le salarié, dans sa version, on va dire, traditionnel, c'est-à-dire celui soumis à l'ère d'autorité d'un employeur, donc à transformer le salarié d'un objet social en sujet de droit. Donc le salariat, c'est un sujet de droit social. Et la sécurité sociale est un ensemble, la sécurité sociale et le droit du travail, donc l'ensemble, le champ du droit social, est précisément ce qui permet aujourd'hui, le déjà là possible, d'une sortie du capitalisme dans un cadre pacifié. Donc la sécurité sociale a été une forme d'intermédiation de la lutte des classes, il faut être clair. Ça a permis de dire, oui, on est en système capitaliste, mais le capitalisme est obligé de reconnaître le statut du travailleur. Et ça a permis quand même pendant des décennies de plutôt, grosso modo, améliorer les conditions de vie dans des conditions extraordinaires dans notre pays, tout en permettant au capitalisme de continuer à exister, accessoirement. Donc c'était une intermédiation extrêmement possible. Le passage à un système de revenus de base viserait à casser tous les acquis du travailleur, à transformer le travailleur non plus en un sujet de droits sociaux et politiques, voilà, mais en un objet d'une forme de solidarité nationale, complétée éventuellement par sa capacité d'insertion dans le projet capitaliste. Voilà. Avec je vous dis vos 700 euros, vos 600 euros, si vous avez des compétences particulières très valorisables dans le capitalisme, pas de problème. D'accord. Mais par contre, si vous vous retrouvez effectivement dans la frange la plus faible, à quid? Quant au salaire à vie de Bernard Friot, lui, il prend une forme de contre-pied par rapport au modèle néolibéral, mais pose une véritable problématique, voilà, que je vais résumer en un mot. Voilà, quid de sa faisabilité et de son issue politique et de sa réalisation, des conditions de sa réalisation politique, des conditions sociales de sa réalisation politique. Et ça, à ce niveau-là, Bernard Friot ne répond absolument pas à ce sujet, ne veut pas répondre à ce sujet. Et accessoirement, quand on commence à pousser un petit peu le raisonnement, c'est vrai qu'on se pose des véritables questions qui nous ramènent, je dirais, à notre rapport individuel, au travail, à notre rapport individuel, à l'épanouissement dans le travail, etc., et à notre rapport utilitaire ou non au travail, etc., qui, à mon avis,
si on devait les placer sous un cadre comme celui qu'il préconise, amènerait à devoir prendre des voies de traverse qui pourraient être quand même extraordinairement autoritaires et voire entre les mains de certains, je ne dis pas entre les mains de Bernard Fillot, mais entre les mains de certains, voire totalitaires. Voilà. J'ai terminé pour cette conf.